grande édition du journal. Il est 20h à Kinshasa, même heure à Inga dans le Congo central. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de ce journal. Ce sera pour la troisième fois que la République démocratique du Congo siégera comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Après 83-91, la RDC est en course pour ce siège entre 2026 et 2027. Ce sera le 3 juin que tout se décidera à New York, aux États-Unis. Les produits Made in DRC ont désormais les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. La candidature de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Le président de la République l'a rappelé ce samedi au cours de la clôture officielle de la campagne. L'élection des nouveaux membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies est prévue le 3 juin prochain. Guilain Kabalundi, Roger Dié, champion d'Angui. La République démocratique du Congo s'apprête à vivre un moment historique ce 3 juin 2025 avec son élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2026-2027. Ce samedi 31 mai 2025, le pays a clôturé officiellement la campagne de sa candidature lancée en décembre 2024. Cette candidature a déjà été entérinée au niveau sous-régional et continental. Il est resté à convaincre la communauté internationale pour un score honorifique. Au cours de cette cérémonie grandiose à l'espace Kemecha, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur les raisons de cette candidature en présence de plusieurs personnalités publiques, notamment le chef des corps constitués et des diplomates basés à Kinshasa. Après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, la RDC devra signer son retour sur la scène internationale. Une expérience qui n'est donc pas nouvelle pour le pays de Lumumba, comme l'a rappelé dans son allocution la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. L'ensemble de notre appareil diplomatique s'est mobilisé pour faire entendre la voix de la RDC, faire valoir la légitimité de notre candidature et tisser des alliances solides dans un esprit de coopération, de paix et de responsabilité. Nos représentations permanentes à New York, Addis Abeba, Genève et Bruxelles ont mené une série d'initiatives ciblées dans les enceintes régionales et internationales avec un objectif constant, démontrer que la République démocratique du Congo est prête à assumer à nouveau ce rôle au sein du Conseil de sécurité, responsabilité, compétence et engagement. Cet important travail abattu par la RDC résumé dans un guide a été remis solennellement au président de la République. Instant de fierté et un rendez-vous avec l'histoire, le chef de l'État prenant la parole a fait remarquer que la candidature de la RDC est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Être candidat au Conseil de sécurité, c'est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Une mission pour porter la voix de l'Afrique, ses aspirations et ses solutions au cœur des débats mondiaux. Pour la République démocratique du Congo, c'est l'occasion d'affirmer notre vocation de pays pivot au carrefour des dynamiques africaines, un pont entre les peuples et les régions du continent. Ainsi, nous venons devant la communauté internationale non pas comme des solliciteurs, mais comme des partenaires porteurs de solutions. Solutions climatiques, solutions énergétiques, solutions de sécurité collective fondées sur l'expérience et la solidarité. Dans la suite de son discours, le premier citoyen du pays a soutenu que la candidature de la République démocratique du Congo, c'est aussi celle d'un pays qui connaît le prix de la paix. Face aux agressions et aux violations de notre souveraineté, nous avons appris la valeur du règlement pacifique des différends et l'importance d'un ordre international fondé sur le droit, a dit le président Félix Tshisekedi. Ainsi donc, 7 piliers stratégiques vont accompagner la mandature de la RDC, à savoir la gouvernance des ressources naturelles, les désarmements, la démobilisation et réinsertion, l'opération de maintien de la paix, le renforcement du système de sécurité collective, les femmes, la jeunesse, paix et sécurité, l'environnement et climat, et enfin le droit et démocratie.
Et le rendez-vous a été de nouveau respecté. Comme chaque vendredi, tous les membres du gouvernement se sont retrouvés autour du président de la République pour le traditionnel Conseil des ministres qui a abordé plusieurs questions d'intérêt national. On écoute plutôt cet extrait du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Dans cet esprit de souveraineté économique et au cours de la 29e réunion du Conseil des ministres tenu en date du 19 novembre 2021, le président de la République a rappelé qu'il avait instruit le ministre de Mines, en coordination avec celui du portefeuille, de procéder à un contrôle systématique de la gestion des actifs miniers de l'État dans les entreprises concernées. Ces contrôles devaient notamment identifier de manière exhaustive les actifs miniers résultant des amodiations, évaluer les recettes qui auraient dû être perçues par les trésors publics, vérifier les modalités de désignation et de la légitimité des représentants de l'État au sein de ces structures. Près de 3 ans plus tard, il est constaté que les résultats escomptés, notamment ceux permettant de clarifier la représentation effective de l'État dans les sociétés minières, ne sont pas encore disponibles. Par ailleurs, la situation dans les joint ventures minières, où l'État est censé jouer un rôle stratégique, demeure marquée par un manque de transparence préoccupant. Cette opacité nuit à la bonne gouvernance du secteur extractif et freine les efforts de mobilisation optimale des recettes publiques. Ce déficit de clarté et des redditions de comptes est inacceptable, car il compromet les objectifs que nous nous sommes fixés en matière de justice économique, de développement durable et de consolidation de notre souveraineté sur nos ressources naturelles. Le président de la République a insisté sur le fait que la gestion des ressources minières n'est pas seulement une question économique, elle engage notre responsabilité devant la nation et les générations futures, elle exige intégrité, rigueur et sens élevé de l'intérêt général. De ce qui précède et pour permettre au gouvernement de prendre les mesures correctrices nécessaires, il a instruit le ministre des Finances, le ministre de Mines ainsi que celui du portefeuille, en collaboration étroite avec son cabinet, à mettre en place une commission ad hoc qui sera chargée de lancer un audit exhaustif et systématique des actifs miniers relevant de la participation de l'État, évaluer la gouvernance de sociétés concernées, proposer des mécanismes de redressement des meilleures structurations de la présence de l'État dans les secteurs. À New York, aux États-Unis d'Amérique, en prévision de l'élection du 3 juin 2025, la mission permanente de la RDC auprès de l'ONU a organisé une réception pour marquer la candidature de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nicole Seseploka pour le commentaire. Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur Zeno Mukongo-Ngai, représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès des Nations Unies à New York, a, dans son intervention, rappelé que cette candidature de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, initiée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, bénéficie du soutien total de l'Union africaine qu'il a apporté depuis le début. Il a également remercié les représentants des États membres des Nations Unies pour leur présence à cette cérémonie, combien importante pour la RDC et qui a connu la présence de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda. Les priorités sur lesquelles repose cette candidature de la RDC avec la ministre d'État des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner. Notre candidature repose sur 4 priorités. Apporter une voix renouvelée et constructive pour enrichir les débats sur la paix et la sécurité internationale. Contribuer à la réforme des opérations de paix, à la justice transitionnelle, à la préservation de l'environnement et à la lutte contre les minerais de sang. Défendre une représentation plus équitable des régions au sein du système de sécurité collective. Et enfin, promouvoir la justice, les droits humains, la démocratie et surtout les agendas femmes, jeunesse, paix et sécurité. Cette cérémonie a été agrémentée par l'artiste congolais Nkumu Katalai avec son groupe qui évolue à New York.
La loi historique sur l'aménagement du territoire a été adoptée, vous le savez, à l'Assemblée nationale. Elle va sans nul doute permettre de renforcer la coordination intersectorielle. Plus de détails dans ce reportage de Chimène Dodo. C'est une avancée législative que beaucoup qualifient déjà d'histoire. Vendredi 30 mai 2025, l'Assemblée nationale de la RDC a adopté à une large majorité la toute première loi sur l'aménagement du territoire. Ces textes stratégiques attendus depuis des décennies dotent enfin le pays d'un cadre légal pour organiser et planifier l'occupation de son vaste territoire. Honorables députés et chers collègues, nous allons donc procéder à l'adoption du projet de loi dans sa nouvelle écriture. Qui sont pour? Qui sont contre? Donc 23 abstentions, 3 contre. Au vu des résultats de ce vote, nous avons donc adopté la loi dans sa nouvelle écriture. Chers collègues, nous remercions et félicitons les membres de la Commission Aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies, de l'information et de la communication, particulièrement celle de son bureau. Le ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Ndomboyo, s'est dit prêt à relever le défi. Connu pour ses capacités de travail et sa méthode, il s'est engagé à poursuivre la mise en œuvre de cette réforme avec détermination, de loyauté pour que chaque Congolais soit satisfait de sa structure. Et à la Chambre haute du Parlement, les recommandations faites au directeur général de la Caisse nationale de péréquation ont été transmises à la commission suivi et évaluation afin d'orienter les futures actions. Ce après la réplique du directeur général Coco Moulongo aux préoccupations des sénateurs. C'était hier au cours de la plénière dirigée par le président Jean-Michel Sama Lukonde. On fait le point avec Janine Kalinga et Julien Piana. À la suite de la question orale avec débat de l'honorable Michel Linguepo, le directeur général de la Caisse nationale des péréquations, Coco Jacques Moulongo, était invité le 28 mai dernier à éclairer la lanterne des honorables sénateurs sur la politique de la Caisse nationale des péréquations pour renforcer la solidarité nationale et corriger les déséquilibres de développement observés entre les provinces. Il avait alors sollicité 48 heures pour préparer ses réponses aux préoccupations soulevées par les sages de la République sur les dysfonctionnements relevés au sein de son agence. C'est ainsi qu'il s'est encore présenté devant les sénateurs au cours de la 12e séance plénière, le vendredi 30 mai, soit 48 heures après, pour se plier à cet exercice démocratique. À l'issue des débats dirigés par le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde Kingé, et ses réponses, plusieurs recommandations clés ont été formulées pour orienter les actions futures de la CNP. Parmi celles-ci figure le renforcement des mécanismes de communication visant à améliorer la transparence et le flux d'informations entre les Sénats et les gouvernements afin de favoriser l'environnement de travail collaboratif. Établie il y a 10 ans en tant qu'agence publique, la CNP est dotée de la personnalité juridique et d'une autonomie administrative et financière avec ce détype de ressources, celle de fonctionnement financé par le budget général de l'État et cet investissement issu de retenues de 10% sur les recettes nationales conformément aux dispositions constitutionnelles. En tant qu'émanation des provinces et autorités budgétaires pouvant accompagner la CNP pour la restitution des 10%, les Sénats ont souligné l'importance que toutes ces recommandations soient prises en compte. Elles seront transmises à la commission suivi et évaluation. Le speaker de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Sama Lukonde, a également recommandé d'inviter le gouvernement à travers les ministères sectoriels concernés, ceux des finances et du budget, ainsi que le directeur général de la CNP pour une séance de travail au sein de la commission ECOFIN. Je vous emmène à Prague où le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Modianvita, soucieux de renforcer les capacités de FARDC en cette période des conflits dans l'est du pays, a échangé avec son homologue tchèque. Leur entrevue en gravité autour de la coopération militaire entre les deux pays. Je reste au Fondji.
Le 18e Salon international des technologies et de défense et sécurité a fermé ses portes à Brno, en République tchèque. À Prague, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants qui a participé à ces assises, a échangé avec son homologue tchèque, Jana Černochová, sur les options de renforcement de coopération militaire entre son pays et la République tchèque. Soucieux de renforcer les capacités des FARDC en cette période où la RDC est victime de l'occupation illégale dans sa partie est et fait face à une guerre d'agression lui imposée injustement par l'armée rwandaise, le VPM de la Défense nationale a souhaité relancer la coopération militaire bilatérale avec la République tchèque. Avec son homologue, les discussions ont gravité autour de la coopération concrète et ciblée entre les deux parties en vue de redynamiser et renforcer l'efficacité opérationnelle des FARDC sur terrain, les renforcements des capacités des renseignements, la formation spécialisée des unités d'élite et de composantes spécifiques, l'acquisition d'équipements majeurs adaptés aux réalités opérationnelles. Le VPM de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Modianvita, n'a pas manqué de saluer la vision du président tchèque dont l'engagement pour une coopération internationale fondée sur la solidarité est apprécié par la République démocratique du Congo et répond à l'appel lancé par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, souhaitant ainsi voir les deux pays approfondir leur partenariat dans le cadre de la politique de reconstruction et de modernisation des FARDC. Revenons à Kinshasa pour parler de la 133e réunion de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives et TIE, présidée par le vice-premier ministre du Plan Guilain Nyembo. Au cours de cette rencontre, les acteurs de la société civile ont sollicité leur protection auprès des membres du comité exécutif de l'ITIE dans l'exercice de leur métier selon le protocole. Peggy Mukunda et Tony Djouma. La 133e réunion ordinaire du comité exécutif de l'ITIE s'est tenue sous la présidence du vice-premier ministre, ministre du Plan Guilain Nyembo. La situation de violation du protocole de participation de la société civile a été au cœur de cette rencontre. Les acteurs de la société civile réclament leur appui et protection aux membres du comité exécutif de l'ITIE dans l'exercice de leur métier au sein des secteurs miniers comme exige le protocole ITIE. Le comité exécutif a bien accueilli cette question préoccupante pour la société civile. Mais ce qui est important pour nous, c'est de nous assurer que nous pouvons résoudre la question à la base, donc à la racine. Donc, ce qui fait que nous avons demandé à ce que nous puissions écrire pour avoir plus d'informations avant que le comité exécutif puisse se prononcer et dans le sens de régler la situation de manière durable. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui peut perturber notre processus de validation. L'avancement des rapports ITIE RDC 2023-2024 était également à l'ordre du jour. Tout se passe très bien pour le moment. Tout les travail est bien abattu par la coordination avec les coordonnateurs. Donc je crois que nous sommes bien avancés même en termes de processus de validation. Et je crois qu'à partir du mois de juin, il y aura une dernière étape qui va être abordée avec le recrutement de l'expert et puis la DGI qui doit pouvoir remettre les éléments que nous attendons. Des explications claires sur différents autres points à l'ordre du jour ont été fournies à l'Auguste Assemblée par le coordonnateur national de l'ITIE, Jean-Jacques Kaimé. Le président de la CENI, Denis Kadima, a été élu à la tête du réseau des organes de gestion des élections de l'Afrique centrale. Eh bien, c'est une fierté, bien entendu, pour la République démocratique du Congo. Jean-Pierre Ndolo Demazu et Jerest Fouji. Dans la continuité du rôle qui lui a été attribué par ses pairs au sortir de la 12e Assemblée générale de l'Association des autorités électorales africaines tenue à Accra du 12 au 14 mars 2025, en vue de présider l'Assemblée générale constitutive de Rogéac, Denis Kadima Kazadi a exprimé sa profonde gratitude en clôturant les assises à tous les participants, aussi bien pour leur engagement que pour le travail abattu et au-delà au regard de la confiance témoignée en lui confiant les rênes de ce nouvel organe porté sur les fonds baptismaux à Bujumbura pour les 2 ans à venir. Moi, il ne me reste plus qu'à remercier chacun des organes de gestion des élections membres du ROGEC pour cette volonté ferme de faire de cette association une réalité.
Le moment est venu pour nous de commencer vraiment à mutualiser nos efforts, d'apprendre les uns des autres et à être les agents, sinon les architectes de la démocratie dans nos pays, et cela en apprenant les uns des autres. Avec ces mots, j'aimerais déclarer close l'Assemblée générale constitutive du ROGEAC. La désignation de Denis Kadima Kazadi intervient à la suite de l'adoption des statuts et du règlement intérieur du ROGEAC, marquant ainsi une étape fondatrice pour ce nouveau cadre régional. Cette présidence symbolise une avancée importante pour la République démocratique du Congo, qui s'impose comme un acteur moteur dans le renforcement des pratiques électorales démocratiques en Afrique centrale. Et cette bonne nouvelle, la République démocratique du Congo a désormais sa propre norme en matière de certification des produits Made in DRC. La norme NCD a été présentée au public par le ministre de l'Industrie, Louis-Watum Kabamba. C'est dans l'amphithéâtre du fleuve Congo Hotel à Kinshasa que s'est tenue ce samedi 31 mai 2025 la cérémonie officielle de lancement du système national de certification aux normes NCD, un événement majeur présidé par Louis-Watum Kabamba, ministre de l'Industrie, en présence des autorités politico-administratives, des partenaires techniques et des nombreux invités. La cérémonie a débuté par un mot de bienvenue du secrétaire général à l'industrie. S'en est suivi le mot de circonstance du directeur général de l'Office congolais de contrôle OCC en sigle, institution pilote dans le processus de certification, avant que le directeur général de Viderail Technologies ne prenne la parole pour circonscrire le cadre de l'événement avant la présentation successive de la vision et mission de Viderail Technologies, des fondements du système national de certification aux normes NCD, du fonctionnement des estampilles de conformité et de la technologie d'impression sécurisée destinée à garantir l'authenticité des produits certifiés. Le point culminant de cette matinée a été le lancement officiel du système national de certification aux normes NCD par le ministre de l'Industrie, Louis-Watum Kabamba, qui a salué la matérialisation d'un processus amorcé plusieurs mois plus tôt. Tenons que le lancement de ce système national de certification n'est pas un simple acte administratif. Il constitue un jalon stratégique de notre marche résolue vers l'industrialisation, la compétitivité de notre économie et la protection des consommateurs congolais. La cérémonie s'est clôturée par un moment symbolique, la remise officielle des certificats NCD à la société Marsavco, un geste fort qui matérialise l'entrée effective du pays dans une nouvelle ère. C'en est fini avec le séminaire de renforcement des capacités des femmes entrepreneurs regroupées au sein de l'association Women Business RDC pendant 5 jours. Elles ont reçu les informations utiles sur l'exportation et l'importation dans la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, afin d'accroître le volume du commerce dans la sous-région Erika Bamba. L'une après l'autre, ces entrepreneurs congolaises regroupées au sein de l'association Women Business défilent pour recevoir chacune son diplôme de mérite. La remise de ces diplômes vient de sanctionner le 5 jours de formation axés sur les enjeux du commerce au sein de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Au cours de cette formation, ces femmes viennent d'apprendre comment améliorer la qualité de leurs produits en respectant les normes dans le processus jusqu'à l'exportation. Pas seulement, mais aussi comment accéder au financement pour conquérir le marché de la ZLECAf et valoriser ainsi les produits Made in Congo sur le marché international. Objectif, faire face à la concurrence dans les soucis d'accroître le volume des exportations, a mentionné le secrétaire général au commerce extérieur, Gilles Mouilumbo, lors de la clôture de ces assises. Il est vrai que les barrettes de fer vont tomber, que nous aurons également à nous affronter avec d'autres. Et pour le faire, il faut être formé. Il faut connaître les statistiques et connaître la capacité de nos concurrents à pouvoir également pénétrer d'autres marchés. Très flattée par la qualité de la formation reçue, Betty Moulanga, présidente des Women Business Association, rassure de la mise en œuvre de nouvelles connaissances acquises et demande
au gouvernement de leur disponibiliser les codes-barres pour la promotion des produits congolais sur le marché international. Donc ça vraiment c'est un grand plaidoyer que nous faisons et nous voulons vraiment que le pays s'attelle rapidement pour nous octroyer le code-barre comme les autres pays et nous promettons vraiment que d'ici peu nous allons exporter. C'est la visite des stands commerciaux dans lesquels sont exposés les produits congolais, fruits du travail abattu par ces femmes qui a sanctionné Cette fois-ci, c'est la bonne. Le projet INGA va lisiblement prendre corps avec l'Agence pour le développement du Grand INGA. La Banque mondiale est revenue dans le projet avec une approche technique et plus sociétale. Dans ce récit de Edith Chala, il nous rappelle les grandes étapes. Après des années de léthargie, le projet de construction du Grand INGA a repris sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Sa perception du développement place la construction du Grand INGA au sommet des priorités nationales. En confiant la direction générale de l'Agence pour le développement du projet Grand INGA ADEPI à Bob Mabiala, il a fait de lui la cheville ouvrière de la réussite de ce projet. En août 2023, les discussions ont eu lieu entre ADEPI RDC et la Banque mondiale pour la structuration et la mise en œuvre de l'assistance technique du projet INGA 3. Seulement voilà, les études réalisées en 2013 par la firme canadienne Naecom dans le cadre d'un plan de communication de la SNEL mettaient en évidence un sentiment de frustration au sein de la population dû au développement des infrastructures de INGA 1 et INGA 2 qui n'avaient pas tenu compte de l'indemnisation. INGA 3 met les communautés locales au cœur du développement des infrastructures. En avril 2024, lors des assemblées annuelles de printemps de la Banque mondiale, le directeur général de l'ADEPI a dû échanger avec 4 vice-présidents de la Banque mondiale pour leur parler de INGA, celui des infrastructures, celui de la MIGA, celui de l'Afrique centrale et celui en charge des sauvegardes. Des échanges qui se sont davantage développés en octobre de la même année. Bob Mabiala a présenté le projet INGA 3 au directeur exécutif de la Banque mondiale, à la vice-présidente Afrique centrale et au vice-président de la Banque africaine de développement en charge de l'énergie. Le projet Star Label, financé par le FPI qui produit les emballages biodégradables, a reçu la visite d'inspection de la PCA, du Fonds pour la promotion de l'industrie. Madame Vicky Katoumoua s'est dit impressionnée par la qualité de travail réalisé par cette usine. On fait le point avec Alain Bikaï. C'est par la visite des installations de cette usine de production des emballages primaires et secondaires que la présidente du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie et sa délégation ont débuté cette mission de contrôle. La présidente du conseil d'administration a été impressionnée par le travail fait par cette industrie qui crée des valeurs ajoutées, des emplois et contribue à la transformation structurelle de l'économie nationale. C'est grâce au financement du FPI que Star Label a réussi à augmenter sa production de 120 à 400 tonnes d'emballages primaires et secondaires. Cette augmentation a permis à Star Label l'élargissement de la part du marché de l'entreprise. Nous sommes très satisfaits de voir la façon dont les partenaires ont conçu d'abord le plan et aussi l'utilisation de ces machines par rapport à la population congolaise. Et des machines qui sont appropriées et des machines adaptées même au programme du président de la République. Vous avez su remarquer que le matériel qui est produit, même lorsqu'il est fini, il produit encore d'autres matériels. Son directeur général a salué l'appui du Fonds de promotion de l'industrie qui a permis de réaliser ces projets qui visent à réduire la dépendance de l'économie nationale. Le financement de cette usine vient une fois de plus confirmer la volonté du Fonds de promotion de l'industrie à financer l'industrie locale afin de réduire la dépendance de l'économie nationale vis-à-vis de l'extérieur. En santé, 2 enfants atteints du cancer ont bénéficié d'une prise en charge adéquate. L'œuvre du député national Shekin Malanji qui multiplie les actions philanthropiques en faveur de ses compatriotes. Diane Balaka. Ce sont des actions philanthropiques posées à l'endroit de ses compatriotes. Ces 2 enfants, respectivement, âgés de 13 et 9 ans, ont bénéficié d'une prise en charge médicale suite au cancer des nerfs et du lymphome. Cette maladie, qui se caractérise par l'augmentation des ganglions au niveau du cou et des aisselles, grâce à la générosité de cet élu du peuple, Shekin Malanji, ses enfants sont totalement guéris.
sincèrement, j'ai été surpris quand on m'a informé de cette situation. Mais cela ne veut pas dire que je ne croyais pas, mais je croyais. Je croyais vraiment qu'un jour ça va aller. Et aujourd'hui, on a le premier résultat. Le responsable de l'ASBL, African Children Dream, qui a facilité les contacts avec le député national, Cheka Malangi, est plus que satisfait de résultats. Vous avez choisi de marcher à leur côté dans ce corridor où la maladie dessine des ombres incertaines. Grâce à vous, des sourires ont percé la brume des larmes. Grâce à vous, des mains tremblantes ont serré un peu plus fort celles de leurs parents. Et grâce à vous, des étoiles éteintes, qui sont des enfants partis très tôt, ont retrouvé ne serait-ce qu'un instant des droits de briller en voyant leurs amis ici présents continuer dans la lutte. Ces deux enfants retrouvent enfin le sourire et peuvent désormais rentrer sur le banc de l'école. Ecobank a une nouvelle agence dans la commune de la Gombe. La cérémonie d'inauguration a connu la participation du ministre de l'Industrie avec comme objectif l'inclusion financière et la proximité des clients. Edith Chala. Inscrite dans la logique d'inclusion financière, Ecobank continue à se déployer dans toutes les provinces de la RDC. Après Lualaba, le Haut-Katanga et Kinshasa dans diverses communes, notamment Ngaliema et Kasavubu, ce samedi 31 mai 2025, l'agence de la Gombe a été inaugurée pour rapprocher davantage les clients de la banque. Avec les embouteillages qui perturbent la circulation et d'autres difficultés qui vont avec, Ecobank ouvre des agences au fur et à mesure que croît sa clientèle. Au cours de cette cérémonie d'inauguration qui a connu la participation du ministre de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, le président du conseil d'administration de l'INPP, le bourgmestre de la commune de la Gombe représenté et d'autres partenaires, le directeur général d'Ecobank s'est étendu sur la politique d'expansion de la banque et sa stratégie de développement visant à rapprocher la banque de ses clients. L'inauguration de l'agence de ce matin, c'est dans notre stratégie en termes de proximité vis-à-vis de nos clients, mais aussi surtout en termes d'amélioration des services et surtout en termes d'inclusion, puisque cette agence va permettre, avec son niveau de digitalisation, d'avoir de plus grandes connexions. Les clients vont avoir des niveaux de services qui vont être beaucoup plus relevés et qui vont permettre qu'ils puissent faire leurs transactions en toute simplicité, avec beaucoup de facilité et avec beaucoup de confiance dans ces opérations. Parmi les agences lancées, celle de la Gombe a une particularité, celle d'avoir un espace digitalisé pour les clients. Il faut rappeler qu'Ecobank totalise 40 ans depuis sa création à Lomé et 17 ans en République démocratique du Congo. Et parlons de cette célébration, les écoles Sources de Vie soufflent sur leur 25e bougie, une cérémonie riche en couleurs placée sous le thème « Éduquer, c'est investir ». Elle a été marquée par différentes prestations des élèves, occasion offerte à la promotrice de remercier les parents d'élèves pour la confiance et l'accompagnement de cette œuvre divine. Anita Luamboa et Chikobi Pentou. Ce 25e anniversaire est un moment inoubliable. Élèves, enseignants, parents et invités ont célébré ensemble ce quart de siècle d'engagement pour une éducation de qualité fondée sur les valeurs chrétiennes. Parmi les temps forts, les chorégraphies présentées par les élèves ont émerveillé l'Assemblée. À travers leurs pas rythmés et leur coordination, ils ont transmis un message de joie, d'unité et de reconnaissance envers leur école. Marie-Kaninda Kazadi, promotrice des écoles chrétiennes Sources de Vie, émue, a pris la parole pour rappeler le parcours de l'école depuis ses débuts modestes. Elle a tenu à remercier Dieu en premier lieu, source de toute inspiration, mais aussi ses proches, les enseignants dévoués, les parents d'élèves fidèles, ainsi que les partenaires qui n'ont cessé de soutenir cette vision. Comment ne pas leur témoigner ma reconnaissance? Oui, je dis merci au Seigneur qui peut donner une vision qu'il soutient, parce que sans lui, on ne sera pas là. Sans vous, je n'en serai pas là. Sans les enseignants, je n'en serai pas là. Ensuite, s'en suivra la remise des brevets aux élèves de l'école Allégresse Mpassa, une extension de l'SSV dédiée aux élèves vivant dans les mulots ruraux et périurbains. 25 ans, c'est un jalon, mais aussi un nouveau départ, que cette source de vie continue d'arroser l'avenir des enfants avec sagesse.
Les avocates et avocats de la RDC à l'école de renforcement des capacités sur le contentieux fiscal d'assiette, un module animé par un maître avocat et expert. Et c'est le réseau international des femmes avocates qui a organisé cette session de formation. Rodé Panda. Le contentieux de droit fiscal et le contentieux de la fiscalité d'assiette, des matières jumelles presque identiques qui permettent à l'État congolais de se faire des recettes maximales et aux contribuables de bien s'acquitter de leurs obligations suivant les lois en la matière, étant des matières purement techniques qui nécessitent une bonne compréhension par les acteurs et que les avocats ne s'y intéressent pas du tout. Le réseau international de la femme avocate, RIFAV, a pensé attirer l'attention et motiver les ambitions des avocats, surtout les femmes avocates, pour une spécialisation à travers une session de formation après les premiers modules sur les droits fiscaux avec maître Patrick Chibambe. Le second module de cette formation organisée vendredi 30 mai était essentiellement consacré au contentieux fiscal d'assiette assuré par un expert, maître Chibambe, qui a plus martelé sur le début d'un contentieux fiscal, juridiction compétente, les délais des recours administratifs et judiciaires. Comment on peut arriver à un contentieux? On est parti d'abord de la genèse, de l'identification de redevables, des déclarations et des recours administratifs jusqu'à arriver au recours judiciaire. Maître Anima Sengo, présidente des RIFAV, en a donné la quintessence. Il y a très peu de cabinets qui travaillent sur cette thématique et les autres estiment que c'est difficile. Les points clés dans son intervention, il a fait savoir qu'en naissent les contentieux fiscaux, quelles sont les juridictions compétentes, le délai pour un recours administratif et aussi les délais pour un recours judiciaire. La remise des brevets de participation a sanctionné la fin. Et ce communiqué, avant de boucler complètement ce journal, monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, porte à la connaissance du public quinois que pour raison de sécurité et salubrité publique, toute personne ayant abandonné son véhicule, moto ainsi que tout autre matériel ou engin devant un poste de police ou sur la voie publique est priée de le récupérer. Pour ce faire, un délai de grâce de 15 jours est accordé à tous, au-delà duquel le bien concerné sera acheminé à la fourrière pour une durée d'un mois avant d'être soumis à la casse. Faite à Kinshasa le 30 mai 2025, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, Kantou Bakulu Israël, commissaire divisionnaire, diplômé en stratégie et défense et sécurité. Voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Kongolo, dans le Maniema et partout ailleurs sur satellite. Ce journal a été coordonné par Jean-Pierre Ndolo Demazou, supervisé par Oscar Mbalkaïj, rédigé par Diane Balaka, Eric Abamba et Edith Chala, réalisé par Rodé Panda, André Ndjeka et Ernest Bolikoko. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Jacques Mégy, demain 7h. Mireille Ndeke. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale et excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir. qui était en charge de la planification des villes. C'est en fait deux ministères combinés. Et je vais quand même le dire en lingala. Pour créer les bons emplois, il faut avoir les bonnes personnes formées. Nous avons obtenu des victoires diplomatiques très importantes. Dans les actions phares, ça a été la mise en place des permis de conduire. Gouvernement souminois, l'an 1, le bilan à suivre dès ce 1er juin sur votre chaîne.